Bonjour, nous commençons avec la deuxième conférence de cette journée, dont le titre va être de Haeckel à l'École française de géographie, possibilité d'une écologie humaine. Cette conférence va être donnée par Monsieur Marc Levatois. Monsieur Marc Levatois a des études en géographie. Il a été enseignant de cette matière aussi bien dans des écoles normales supérieures pour préparer des concours que dans des écoles militaires. En même temps, depuis 1999, il a été enseignant de géographie dans des classes préparatoires littéraires au sein de la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Parallèlement, il s'est engagé dans des travaux de recherche, notamment dans la relance d'un projet de thèse qui cherchait à appliquer la méthode géographique à l'espace sacré et précisément à l'espace de la liturgie catholique. Depuis 2005, il enseigne à l'Institut catholique d'études supérieures, où il donne des cours de géographie et de géopolitique. Parallèlement, il a aussi une petite charge d'enseignement à l'Institut catholique de Paris. Nous lui remercions d'être aujourd'hui parmi nous. Je pense que sa conférence va être très enrichissante parce qu'il va porter un point de vue différent par rapport à ce qu'on a eu dans les conférences précédentes, d'hier et de ce matin. Donc, ce congrès s'avère vraiment un espace d'échange de connaissances et une chance de partager des avis puisque nous avons des gens qui procèdent de domaines très différents. Et voilà, c'est pour ça que nous vous remercions de votre présence aujourd'hui parmi nous. Et à partir de ce moment, vous pouvez commencer dès que vous voulez. Vous disposez de 25 minutes pour votre conférence. Je vous remercie, je suis très reconnaissant. Je vous remercie, je suis très reconnaissant de l'accueil de l'ICES que je représente ici à Villa. Alors c'est très difficile d'intervenir quand on n'est pas le premier, quand il y a déjà eu beaucoup d'intervenants qui ont dit des choses extraordinaires, très intéressantes. Et je dirais, il y a un petit peu les conclusions de ce qui s'est dit hier, c'est qu'il est difficile de mettre en relation humanisme et transition écologique. C'est difficile au niveau de la philosophie, c'est ce que disait M. Boyancé, notamment par rapport à la notion de bien commun, qui est au centre de la doctrine sociale de l'Église. C'est difficile au niveau du droit, c'est ce que disait Madame Parra aussi, dans la relation aux droits de l'homme. Et si l'on essaye de développer cette relation entre l'humanisme et la transition écologique, on arrive vers la notion d'écologie humaine dont je vais parler et qui a été remarquablement mise en évidence par M. von Geusau hier, qui a montré que c'était un enjeu essentiel, ce terme d'écologie humaine, pour pouvoir mettre définitivement et en action, en relation, la transition écologique avec l'humanisme. J'avais prévu de développer un petit peu cette écologie humaine dans le récent discours des papes. Il l'a fait beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire, donc je n'insisterai pas sur cet aspect de mon exposé et j'espère ne pas désespérer les traducteurs en modifiant un peu ce que j'avais prévu de dire, justement pour ne pas redire ce qui a été dit mieux que je n'aurais pu le faire hier. Et concernant la place de la transition écologique dans la doctrine sociale de l'Église, si l'on cherche dans le moteur de recherche du Saint-Siège les références d'écologie humaine, on trouve comme première référence officielle dans une encyclique la mention de l'encyclique Centesimus Annus de Jean-Paul II, le 1er mai 1991, et cette écologie humaine arrive dans une phrase où
le pape dit « On s'engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. » Les conditions, sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique, c'est-à-dire que, comme nous l'expliquait M. von Geisau hier, en reprenant le discours de Benoît XVI au Bundestag, cette écologie humaine s'inscrit dans un aspect de moralité que je pourrais revoir d'un côté pratique, notamment en France par certains aspects de la défense de la vie. Ce que nous a expliqué ce matin M. Mandrill, c'est que les sciences ont leur mot à dire. Et lui nous a parlé de ce qu'on appelle les sciences exactes, par le biais de la biologie, de l'agronomie, de la sylviculture. Et je voudrais aborder un peu l'angle des sciences humaines. Et j'ai choisi la géographie, non seulement parce que c'est la discipline que j'enseigne et sur laquelle je travaille, mais également parce que, en géographie, la notion d'écologie humaine est apparue depuis plus d'une centaine d'années, et la géographie a pu être pensée telle qu'elle s'est établie, notamment en France, à partir de la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle, dans la perspective d'une écologie humaine. La géographie a été mise en relation avec l'écologie dans sa naissance comme discipline universitaire, et justement, je dirais, ces relations qu'on peut dire génétiques entre la géographie et l'écologie m'ont paru intéressantes pour expliquer ce que peut être une écologie humaine, mais aussi, au bout du compte, puisque ce modèle de géographie comme écologie humaine n'a pas toujours réussi et a connu des éclipses, peut-être que au niveau des sciences humaines aussi, comme M. Mandrill nous l'a montré concernant les sciences exactes, il est peut-être difficile à nouveau de penser la relation entre la transition écologique et l'humanisme. Alors, je vais diviser mon propos en deux parties, où je vais reprendre beaucoup d'éléments qui seront ensuite dans la partie écrite qui sera envoyée. Et je dirais tout d'abord les origines d'une écologie de l'homme, ou de ce que peut être une écologie de l'homme, et ensuite les difficultés contemporaines de cette écologie et les possibilités de reprise de cette écologie, y compris dans cet enjeu de la doctrine sociale qui nous a été expliqué hier. Alors l'écologie est apparue comme une caution scientifique de la géographie universitaire naissante. La géographie a été au départ, depuis l'Antiquité, puisque la géographie n'est pas seulement une connaissance, une science dont le nom a été forgé à partir du grec comme d'autres disciplines, mais c'est effectivement une discipline qui a été pratiquée par les anciens, et le mot géographie a été inventé, d'après ce que l'on sait, par Ératosthène au IIIe siècle avant le Christ, et dès le départ, la géographie suppose une conception du monde. Ératosthène est connu pour avoir calculé la circonférence de la Terre, car il est évident que dès l'Antiquité grecque, dès Aristote, on a compris que la Terre était sphérique, et je dirais, on en fait le reproche à l'Église catholique d'avoir pensé que la Terre était plate, mais c'est une invention, cela, des anticléricaux du XIXe siècle. Donc il y a à l'origine de la géographie une conception de la Terre, et cette conception de la Terre accompagne le développement de la géographie pendant l'Antiquité, qui aboutit
au début de l'ère chrétienne, et notamment dans l'école d'Alexandrie, vers de grandes synthèses, dont les synthèses de Strabon, de Ptolémée, qui donnent une image du monde qui est celle qui va durer jusqu'à la fin du Moyen Âge, jusqu'au moment où Copernic pense le renversement entre le mouvement de la Terre et le mouvement du Soleil, mais je dirais cette vision de Ptolémée reste, du point de vue terrestre, une vision qui guide encore les grandes découvertes de la Renaissance, et notamment le voyage de Christophe Colomb. La géographie va se développer ensuite, surtout à partir de ces expéditions au XIXe siècle, et la géographie va commencer, à partir du XIXe siècle, à s'appuyer sur une vision du monde qui n'est plus seulement une vision de l'organisation astronomique du monde, de la conception du globe terrestre, mais aussi qui intègre le vivant, le végétal, puis l'animal à ces études. Et là, l'œuvre des Allemands est très importante, notamment avec Alexandre de Humboldt au début du XIXe siècle, qui, à partir de ces grands voyages, développe le projet d'une géographie des plantes. Donc il y a une géographie du vivant à partir des plantes, et parallèlement, la géographie va chercher non plus seulement à décrire, mais également à expliquer les rapports entre l'homme, les sociétés et la nature, pour pouvoir comprendre le peuplement, la façon dont les hommes occupent le monde, le cultivent et en tirent leur nourriture. C'est-à-dire que l'explication de l'implantation des hommes dans l'espace, des sociétés, va être mise en relation avec le vivant. Et ce vivant, végétal et animal, devient un élément important avec la première géographie universitaire allemande, qui est celle d'abord à Königsberg d'Emmanuel Kant, qui est philosophe, mais qui est aussi un des fondateurs de la pensée géographique, et Karl Ritter. À côté, donc, cette importance de la compréhension du vivant dans le développement de la géographie peut être établie en parallèle avec la fondation, aussi en Allemagne, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, d'une science qui s'appelle l'écologie, et dont le membre fondateur, au moins le membre qui a créé le terme écologie, est Ernst Haeckel, qui est né en 1834 et qui est mort en 1919. Et il y a une relation fondamentale entre ce fondateur de l'écologie, Ernst Haeckel, et les géographes allemands, et notamment un géographe qui est sans doute à la fois le dernier et peut-être le plus important des géographes de l'école allemande du XIXe siècle, qui est Friedrich Ratzel, qui a joué un rôle très important dans la géographie politique, mais aussi dans la compréhension de l'homme au sein du vivant. Et je dirais tous les auteurs qui ont étudié cette origine de la géographie, je pense à l'historien Lucien Febvre en France notamment, ont souligné cette relation avec Haeckel. C'est-à-dire que la géographie, dans sa relation à l'écologie, va être pensée
comme une sorte de mise en place de l'homme au sein du vivant que l'on peut étudier à la manière de l'écologie. L'écologie étudie des successions et des systèmes d'espèces animales et végétales, et d'une certaine façon, la géographie, à partir de la fin du XIXe siècle, va placer l'homme à l'intérieur de cette chaîne. Mais la géographie telle qu'elle se pense, à partir de la géographie allemande de la fin du XIXe siècle, ne se pense pas comme une science humaine, et elle va trouver dans l'écologie une forme de caution scientiste. Et cette caution scientiste, dans la géographie allemande, n'est pas pleinement compatible avec une vision humaine ou humaniste de ce qu'est cette écologie de l'homme. Et je dirais, cela pose la question des origines de la pensée écologique, de la fondation de l'écologie comme science, dans sa relation avec l'humanisme, et notamment dans le fait que, à l'origine de l'inspiration de Haeckel, on va trouver l'importance essentielle de Darwin, qui est un Anglais, qui a vécu pendant la plus grande partie du XIXe siècle, et dont l'œuvre principale, L'origine des espèces, publiée en 1859, bouleverse la conception que l'on a de l'ensemble des espèces naturelles et de l'homme au sein de ces espèces du vivant, en introduisant une vision matérialiste de ce qu'est l'évolution. On va le voir concernant la géographie française, Darwin n'est pas le seul penseur de l'évolution, mais c'est un penseur de l'évolution qui a eu une place spécifique dans une vision, je dirais, très matérialiste de cette évolution. Et il y a un lien entre Darwin et Haeckel. Haeckel est un lecteur et un admirateur de Darwin. L'ouvrage où Haeckel, en 1866, fonde le mot écologie, en allemand Ökologie, c'est dans un chapitre intitulé Ökologie und Chorologie. Et chorologie, c'est un mot avec le mot grec choré, l'espace, qui reprend d'une certaine façon aussi un projet géographique. Donc Haeckel invente, si je puis dire, ce mot écologie dans un ouvrage qu'il publie en 1866 et qui comporte une dédicace à Darwin. Et je dirais les conceptions que Darwin a de l'évolution, notamment en introduisant la violence au sein des processus de l'évolution, parce qu'il appelle le struggle for life, le combat pour la vie, la sélection naturelle. C'est quelque chose qui rend peut-être difficile le placement de ces conceptions à l'intérieur d'une vision humaniste. Il faut aussi envisager que, à la suite des conceptions de Darwin, il y a aussi ce que l'on appelle le darwinisme social, qui a joué un rôle essentiel au sein de l'évolution du XXe siècle, et parfois dans ses aspects les plus sombres, notamment dans des inspirations de ce qu'a pu être le nazisme. Et ce darwinisme social n'est pas neutre dans les évolutions de l'écologie, et notamment
il faut envisager que si le terme de biodiversité, qui est souvent utilisé actuellement comme un terme neutre, ce terme de biodiversité ne l'est peut-être pas totalement, dans la mesure où on trouve sa trace, son origine, dans l'œuvre de Eduardo Wilson, qui a rédigé un ouvrage maître qui s'appelle Sociobiology, qui est paru en 1975, et je dirais où il défend le darwinisme social, et je dirais que cela pose aussi donc le problème de la place de l'homme au sein de la biodiversité. Alors, est-ce que le projet d'écologie humaine est impossible? Alors, justement, c'est dans une seconde étape ce que je voulais aborder, c'est que dans la géographie française, qui est à la fois issue d'une certaine façon de la géographie allemande, puisque les maîtres universitaires allemands ont inspiré la géographie française, qui est devenue une discipline scientifique à l'université en tant que telle en France à la toute fin du XIXe siècle, avec des grands auteurs comme Paul Vidal de la Blache. Cette géographie française va reprendre l'idée d'une intégration de l'homme dans la chaîne du vivant, le végétal, l'animal, comment l'homme est à la fois soumis aux conditions du biotope, de l'univers naturel qui l'entoure, aussi la façon dont il le transforme. Alors, la géographie française va, beaucoup plus que la géographie allemande, penser l'idée d'une écologie humaine, même si elle ne l'explicite pas toujours en tant que telle, dans la mesure où, si elle utilise un paradigme qui est celui de l'évolution, elle ne prend pas directement le paradigme de l'évolution tel que la pense Darwin, mais d'autres modèles de l'évolution, et notamment celui qui est issu des travaux de Lamarck, qui est un penseur français des modèles de l'évolution du début du XIXe siècle. Et je dirais, ce modèle issu de Lamarck fait que la géographie française a été beaucoup moins que la géographie allemande tentée par ce qu'a pu être le darwinisme social. Et dans les penseurs écologiques ou de l'écologie qui ont inspiré la géographie française, on va trouver moins Haeckel que des penseurs d'une écologie, alors qui n'ont pas inventé le mot écologie, puisque le mot écologie, il est issu de la plume de Haeckel, mais des penseurs, qui ont été beaucoup plus proches d'une écologie du végétal, et qui, pour certains auteurs, sont beaucoup plus authentiques d'une certaine façon que ne l'a été Haeckel, qui sont notamment des penseurs d'origine allemande, mais qui ne sont pas des penseurs de Haeckel. Bon, ce sera développé dans la communication pour ne pas dépasser le temps. Et il y a toute une place de la botanique dans cette géographie française. Et il y a un auteur sur lequel je voulais insister, qui est Max Sohr. Et Max Sohr a développé, à partir d'une géographie de la montagne des Pyrénées en France, toute une pensée sur une écologie de l'homme et notamment tout un système
vers le milieu du XXe siècle dans un très gros ouvrage qu'il a intitulé « Les fondements biologiques de la géographie humaine », où il étudie toutes les interactions, et notamment celles dans le domaine de la santé, dans lequel il a joué un rôle tout à fait moteur. Alors, je ne vais pas prendre le temps de développer tout cela, parce que je vois que l'heure tourne, mais je dirais ce que l'on peut ensuite aborder, c'est que l'évolution du monde, et notamment d'un monde qui s'urbanise, induit une conception des relations entre les sociétés et le milieu naturel où la distance est beaucoup plus importante, puisque quand l'homme est agriculteur, éleveur, chasseur, il est évidemment dans une relation beaucoup plus forte avec le milieu naturel. Quand l'homme vit en ville, quand l'homme dépend des réseaux et des flux de la mondialisation, la distance entre l'homme et la nature est beaucoup plus importante, et de fait, à partir des années 1950-1960, en géographie, ce sont les modèles de l'économie, ce sont les modèles de l'industrie, ce sont les modèles des transports, ce sont les modèles de l'industrialisation qui ont pris le pas sur ces conceptions de géographie humaine. Dans le domaine de la géographie, donc la conception d'une écologie humaine est donc plus difficile actuellement, d'autant plus que l'écologie est devenue beaucoup plus revendicative depuis qu'elle est un mouvement politique, puisque l'écologie c'est à la fois une science, mais ce sont aussi des revendications politiques, et je pense que dans les médias, les porte-paroles politiques tiennent beaucoup plus de place que les autres. Et la géographie s'est trouvée aussi un peu en porte-à-faux dans la relation qu'elle pouvait avoir avec un certain progressisme, et je dirais un progressisme qui n'est pas non plus absent de la réflexion écologique, et un progressisme qui peut aussi poser problème dans sa relation à l'humanisme, parce que si l'on a trouvé une filiation entre la géographie de Ratzel et l'écologie de Haeckel, avec l'évolution de Darwin, il faut aussi penser que Malthus est un des inspirateurs de Darwin. Et au début de ses études, Darwin revendique ouvertement cette filiation de Malthus avec le projet de diminution volontaire de la population humaine que l'on voit à l'œuvre dans toutes les implications des mouvements écologistes actuellement, ou de la plupart des mouvements écologistes, je dirais dans une dimension qui s'éloigne très largement, comme on nous l'a expliqué hier, d'une conception humaniste de l'homme et de ses relations au milieu naturel. Alors, face à cela, il y a donc l'enjeu d'une sorte de nouvelle écologie humaine, dont le professeur von Goisau nous a montré les enjeux hier, qui n'apparaît pas dans les évolutions de la géographie telle qu'elle est pensée actuellement, mais qui apparaît à côté de la place qu'elle a tenue par le discours de Benoît XVI, et on a même pu faire une anthologie qui a été publiée en français de toute la pensée de Benoît XVI sur la notion d'écologie humaine, et ce projet d'écologie humaine comme un projet aussi politique de rajouter une humanité au mouvement écologique a été développé en France par des mouvements de laïcs, et notamment un mouvement qui s'appelle Alliance Vita, qui est un mouvement de défense de la vie en France, face à tous les enjeux qui ont été abordés hier, de l'euthanasie, de l'avortement, enfin tous ces soucis que nous avons en tête. Et il y a là des mouvements de laïcs
qui reprennent cet enjeu de l'écologie humaine, alors qui n'est plus quelque chose qui a été, comment dirais-je, pensé, tel qu'il a été pensé par les universitaires et par la géographie, mais je dirais, si les origines de ce terme d'écologie humaine sont dans la pensée géographique, il devient d'une certaine façon vivant dans des mouvements, et je dirais là, on est peut-être au sein de cet enjeu qui apparaît sous la plume de Jean-Paul II et dont on nous a beaucoup parlé hier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Levatois, pour votre conférence et pour vous être réglé avec le temps. Oui. Donc ça s'est très bien passé. Je vais te poser la première question. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. On a parlé aujourd'hui d'écologie humaine, on a parlé aussi d'une écologie scientifique, d'une écologie environnementale. Et puisque la géographie est votre discipline et la matière que vous enseignez, je pense que l'on pourrait aussi parler d'une écologie géographique, compte tenu du fait que les systèmes d'information géographique se sont vraiment avérés un outil très important dans l'aménagement du territoire. Je pense qu'ils sont un outil très reconnu pour faire face aux enjeux et aux défis que l'homme a en ce moment. Par exemple, le conférencier antérieur parlait du problème de la mer d'Aral, qui est un problème qui peut-être pourrait se résoudre à travers la géographie ou la géopolitique. Donc, qu'en pensez-vous? Qu'on pourrait même parler d'écologie géographique? Alors, je vous remercie de cette question. La géographie, c'est en effet à la fois une explication du monde tel qu'il est et une sorte de pensée du monde tel qu'il devrait être. Et c'est surtout le cas depuis le milieu du XXe siècle, où on a développé ce qu'on appelle l'aménagement, physical planning en anglais, et les géographes sont associés à des grands projets, et notamment sur la question de l'impact écologique. C'est-à-dire que quand il y a des grands projets d'urbanisation ou de canalisation, je pense, puisqu'on évoquait des projets européens, le grand projet de la canalisation du Rhin au Danube, vous avez à ce moment-là des études d'impact où les géographes tiennent une place importante. Je pense aussi à d'autres projets comme la liaison ferroviaire à grande vitesse de Lyon à Turin, etc. Alors la géographie a son mot à dire là-dessus également parce que ça a été de tout temps un sujet de la géographie. Alors ça c'est un point que je n'ai pas pris le temps d'exposer tout de suite, mais que j'avais prévu. C'est-à-dire que la géographie, elle est prise entre une volonté progressiste, et dans la géographie allemande du XIXe siècle, il y a l'importance de la notion de progrès, de Fortschritt, avec une dimension un peu hegelienne, qu'on va retrouver en France aussi d'une certaine façon avec le positivisme d'Auguste Comte, qui a été évoqué par M. Boyancé hier, mais il y a aussi la pensée d'une géographie, dès le XIXe siècle, de ce que, je dirais, des dégâts que l'homme peut causer au milieu naturel. Et il y a, sous la plume de Ratzel, qui est de façon très claire un progressiste, il y a aussi l'idée d'une société du déchet, d'une Raubwirtschaft, qui, d'une certaine façon, fait écho à ce que M. von Goisau nous disait hier de la pensée du pape actuel. Et je dirais, dès le XIXe siècle, la géographie, tout en étant progressiste, et avant même le développement de la notion d'aménagement, pense ce que peuvent être les dégâts de l'homme sur le milieu naturel. Et elle est aussi impliquée
dans des projets de reforestation. Monsieur Monril nous a montré qu'il y a des projets de reforestation en France, en Europe actuellement. Il a donné des exemples en Espagne, mais il faut envisager que en France, dès le milieu du XIXe siècle, on a pris conscience notamment de ce que le surpâturage, surtout dans les régions méditerranéennes et notamment dans les Pyrénées, pouvait avoir causé de risques d'érosion. Et dès le milieu du XIXe siècle, dès les années 1860, l'État français, le Second Empire, Napoléon III à l'époque, a engagé un grand projet de reforestation des montagnes, mais aussi on a créé de vastes domaines forestiers dans les terres en fait qui étaient trop pauvres. Et au moment où l'agriculture s'est développée, il y a eu l'exode rural, des paysans ont quitté les terres et il y a eu tout un projet de reboisement de ces terres qui étaient trop pauvres pour une agriculture plus moderne. Et il est assez intéressant de voir que parmi les géographes botanistes qui ont inspiré les promoteurs de la géographie humaine française du début du XXe siècle, et je parlais de Max Sor, on va trouver des botanistes comme Charles Flahault, ce que je développe dans le texte écrit. Charles Flahault, qui est non seulement professeur de botanique à l'université de Montpellier, mais qui aussi lui-même a joué un rôle dans les opérations de reboisement. C'est-à-dire que la géographie est associée par le biais de l'aménagement, comme vous le dites, à tous ces grands projets, mais je dirais c'est déjà dans ses préoccupations dès le milieu du XIXe siècle. Et je ne dis pas ça pour la défendre comme une sorte de plaidoyer pro-domo, mais je dirais c'est un fait qui est avéré dans l'histoire de la discipline. Merci beaucoup de nous donner cette perspective historique. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Muchas gracias, señor Levatos. Yo tengo una pregunta sobre el darwinismo social y quería preguntarle si puede haber una raíz de esta tendencia que se ha asociado. Une origine de ces tendances qui peut être liée au malthusianisme, on en parlait hier, par rapport à un besoin de conserver l'environnement, le besoin de contrôler le problème démographique de l'être humain. Et donc, ma question serait, y a-t-il peut-être une origine de cette proposition malthusienne et néo-malthusienne dans l'idéalisme qui abstrait la réalité humaine concrète et parle de la conservation de la nature en tant que concept abstrait et oublie la réalité humaine concrète, les êtres humains en concret. Et ceci mène à cette idée de planification, aménagement rationnel de la réalité, basé sur une idée et non sur la réalité. Et c'est ce qu'on veut faire prévaloir. Je ne sais pas si on a compris la question. Le néo-malthusianisme abstrait la réalité des êtres humains, la réalité concrète, et qui se nourrit de... Moi, la question, pas du tout. Donc, Madame demande si, en rapport avec le darwinisme social, il peut y avoir une racine malthusienne qui a mené les gens à avoir un rapport abstract de l'humanisme et non pas une idée plus concrète des besoins qui ont vraiment les êtres humains. Je vous remercie. Alors, je ne connais pas à fond ces théories néo-malthusiennes, mais il est sûr qu'elles sont partout dans l'ambiance actuelle, de façon très générale.
elles inspirent beaucoup toute une vision de l'homme qui est aussi teintée d'eugénisme. Et alors, ce que je peux dire, c'est que cela pose notamment la question de la place de l'homme dans la biodiversité. Et c'est peut-être en ce sens que le fait que le terme de biodiversité ait été trouvé par quelqu'un qui relève du darwinisme social et du néo-malthusianisme, c'est peut-être par ce biais que on peut penser qu'il y a là une difficulté à associer, j'irais avoir une vision humaniste de l'écologie. Et si on cherche, alors c'est aussi un des points que je pensais aborder, ou qui était possible d'aborder, c'est que dans les tentatives de renaissance de la notion d'écologie humaine, il y a eu en France, à partir des années 1950-1960, un mouvement pour une écologie humaine, alors où il y avait peu de géographes, surtout des sociologues et des économistes, qui ont essayé de promouvoir la notion d'écologie humaine et qui se sont trouvés confrontés au fait qu'il est difficile d'introduire les exigences de la sociologie, des sciences humaines, au sein de la réflexion écologique, dans la mesure où, j'irais un peu à l'arrière-plan du discours écologique, l'homme apparaît d'abord comme néfaste. Et on pense d'abord l'homme dans un rôle néfaste. Et il y a, je pense, cette volonté, à partir de Jean-Paul II et de Benoît XVI, qui ont tous les deux développé, et surtout Benoît XVI, principalement la notion d'écologie humaine, c'est l'idée de réintroduire l'homme dans à la fois le discours écologique et dans la revendication écologique. C'est-à-dire qu'il faut redonner de l'humanité à l'écologie. Je pense que c'est un peu l'idée principale qu'on peut trouver de cette phrase que je n'avais pas prévu de citer et que j'ai eu envie de citer après la conférence de M. von Geusau hier. Donc c'est l'idée non seulement de la nécessité, mais pour nous de l'enjeu de réintroduire cette part d'humanité dans l'écologie. Et ce que dit Jean-Paul II, c'est que c'est une condition morale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous engage, et on retrouve tout ce qui nous a été dit hier sur la place que cela tient dans la doctrine sociale de l'Église. Mais je ne suis pas spécialiste du tout de ces questions sur le néo-malthusianisme, même si en fait c'est une théorie qui est à l'arrière-plan de la plupart des discours écologistes, je dirais plus qu'écologiques, actuels. Merci beaucoup pour vos réponses qui sont très enrichissantes puisque vous faites recours à de très nombreux auteurs et puis vous donnez une perspective historique qui nous aide à comprendre comment est-ce que nous sommes arrivés à la situation actuelle. Je pense que c'est tout pour cette seconde conférence. Donc maintenant il y a une pause et après il y aura des communications. Entonces, ahora viene la pausa del café que durará hasta las 12. A las 12 comienza. Donc, on a la pause café jusqu'à midi. À midi, on aura la première partie des communications. Et puis, les communications pour psychologie seront faites dans la classe 25, sociologie 27, droit classe 26, économie classe 5 et sciences classe 22. Quant au lien, vous pouvez suivre en direct chacun des classes. Et sinon, les liens pour les salles virtuelles pour chaque communication est disponible dans le site web du Congrès.
Et donc, voilà, on va passer à la pause café jusqu'à midi. Et puis à midi, les communications de ces 5 domaines de connaissances dans les classes que je viens de vous communiquer. Merci beaucoup.